Il suffit de passer le pont. Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes donc en direct de l'hôpital Necker de l'espace plein ciel comme toutes les semaines et j'ai le plaisir d'être avec Laurane Faugret, bonjour. Bonjour Damien. Ça va? Très bien. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais passé un excellent week-end. Oui, il fait beau, ça fait du bien. Bon, et ben moi aussi j'ai passé un très bon week-end et alors tu es géochimiste. Exactement. Voilà, tu vas nous parler un petit peu de ce métier. Je pense que ça va intéresser pas mal d'enfants là, qui nous regardent, qui nous écoutent, parce qu'on va parler de fossiles. Je sais que les fossiles, avec les dinosaures, hein, c'est un des sujets de prédilection des enfants, donc on va en parler ensemble. Mais pour commencer, j'ai toujours mon petit jeu dont je t'ai parlé tout à l'heure. La minute pour parler de soi. Tu as une minute, montre en main, pour nous dire ce que tu veux sur toi. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. C'est parti. C'est parti. Eh bien, j'aime le soleil et du coup, je n'aime pas Paris. J'ai passé un excellent week-end très loin de Paris, dans ma Bretagne natale. Et c'est là où j'ai grandi, c'est là où je me sens le mieux. J'aime la nature, j'aime marcher, j'aime me baigner au bord de la mer. J'ai du mal à revenir à Paris, mais c'est là où j'ai mon travail, c'est là où j'ai mes amis. Et en vrai, je suis plutôt contente d'être là pour quelques années, mais je pense que je retournerai très vite en Bretagne. J'ai fait beaucoup de musique quand j'étais jeune et c'est ça qui me plaît aussi. Et à Paris, dans mon petit 18 mètres carrés enfermé sous les toits, j'ai pas la place de mettre mon grand instrument. Donc voilà, c'est pas mal. Il me manque encore un peu de temps. Et donc à Paris, je suis là pour le travail. Je travaille au Muséum d'Histoire Naturelle et c'est quand même une passion dont j'espère qu'on va avoir le temps de discuter un petit peu. Les fossiles, les premières traces de vie terrestre, les stromatolites en vrai. Bon allez, je te fais cadeau des quelques secondes qui restaient. Merci. Donc, ton instrument, C'était de la harpe. C'est la harpe, oui, effectivement. Faire entrer dans un 18 mètres carrés, c'est compliqué. Ouais, déjà, la montée au 5e étage sans ascenseur, c'est impossible. Oui, effectivement. Est-ce que tu peux nous dire brièvement ce que c'est que la géochimie ? La géochimie, c'est l'étude chimique des cailloux. Donc, quel que soit le caillou qu'on peut trouver sur Terre ou dans l'espace, on peut faire des analyses chimiques dessus, on peut prélever de la poudre et essayer de trouver tous les éléments qu'il compose. Donc ça, on le met dans des gros appareils, des spectromètres ou autres microscopes, pour essayer de comprendre exactement qu'est-ce qu'il compose. Et c'est tout l'intérêt donc, de savoir ce qu'il y a dedans, pour savoir ce qu'il a subi, comment est-ce qu'il s'est créé et qu'est-ce qui s'est passé, donc d'où il vient, quel âge il a et est-ce qu'il y avait de la vie dedans. Ah d'accord, parce que tu nous parlais tout à l'heure les origines de la vie, mais ça reste encore mystérieux, ça, les origines de la vie ? C'est une vaste question. C'est une question que tout le monde se pose et dont personne n'a de réponse, même le plus grand des scientifiques. C'est des hypothèses, beaucoup de recherches. On se demande quand c'est apparu. Est-ce que c'est apparu sur Terre ? Est-ce que ça nous vient de l'espace ? Et c'est tout l'intérêt de notre recherche au muséum, mais dans plein d'autres labos à travers le monde. C'est-à-dire qu'il est possible que la vie sur Terre vienne en fait de l'espace. C'est une des hypothèses tout à fait loufoques, mais qui en vrai n'a aucune contradiction scientifique, donc pourquoi pas ? D'accord, mais alors elle serait venue comment ? Elle serait venue par les météorites, elle serait venue par l'apparition du système solaire. Dans tous les cas, la vie comme on l'entend, c'est pas deux humains avec des bras, des jambes comme il le faut. C'est des molécules qui s'assemblent entre elles, qui peuvent se reproduire, qui peuvent avoir un métabolisme. Et à partir de là, il faut juste des éléments basiques. Il faut du carbone, de l'oxygène, tout ce qu'il nous faut à nous pour respirer, pour manger. Il faut de l'eau liquide. Et tout ça, c'est apparu sur Terre par l'extérieur. Tu peux expliquer quand même à certains enfants, peut-être les plus jeunes, ce que c'est qu'une météorite ? Une météorite, c'est un caillou venu de l'espace. Et en fait, ces cailloux, ils viennent pas de n'importe où. Ils viennent de notre système solaire. Et ils se sont mis en place, ils sont apparus, on va dire, dans notre système solaire en même temps que la Terre. Donc, ils sont composés globalement des mêmes éléments, mais en proportions différentes. Et c'est des cailloux donc, qui voyagent à travers le système solaire, qui ont des orbites différentes. Certains tournent autour du Soleil, d'autres vont se rapprocher de nous. Et parfois, par hasard, certains peuvent venir s'écraser sur Terre, mais ce sont des petits cailloux, donc ça ne fait pas trop de dégâts. Tu me parlais tout à l'heure avant l'émission d'une météorite qui est tombée
qui est tombée récemment. Ouais, en Normandie. Et c'est assez rare en fait d'observer des chutes de météorites aujourd'hui. On a tout un système de caméras de surveillance de l'espace. Donc ce système s'appelle Vigiciel, c'est quelque chose français, donc organisé au Muséum d'Histoire Naturelle. Et vous avez la possibilité de chercher ça sur Internet et de participer à cette science participative, on va dire. Donc chacun a la possibilité d'avoir accès à ces images. Et quand une météorite passe dans le ciel, elle est toujours annoncée. Quelques heures, quelques jours à l'avance selon le temps qu'il nous faut pour la détecter. Et là, récemment, il y en a une qui s'est rapprochée beaucoup trop près de nous et du coup qui a été happée par notre attraction terrestre et qui s'est échouée sur Terre. Et comme par hasard, elle s'est échouée en France, ce qui est encore plus rare. Mais du coup, ça a été une opportunité assez incroyable et les chercheurs ont fait en sorte de recalculer, on va dire, avec des petits GPS améliorés, où est-ce qu'elle allait tomber. Elle est tombée en Normandie, à Saint-Pierre-le-Viger. Et on l'a retrouvée ? On en a retrouvé plein de petits fragments. Les Américains aussi nous en ont volé quelques fragments. Mais bon. C'est-à-dire qu'il y a des Américains qui sont venus exprès pour chercher. Oui, parce que c'est riche d'informations, les météorites. C'est les cailloux qui n'ont jamais subi tout ce qu'on peut vivre sur Terre, quoi. Il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'eau dans l'espace, donc ils sont tout purs et on peut faire beaucoup d'analyses dessus. D'accord. Scientifiquement, ça a beaucoup de valeur. Financièrement, moins. Toi, il t'a été donné de travailler comme ça sur des météorites de première main, j'ai envie de dire ? Alors, j'en ai vu des météorites. J'ai des collègues qui travaillent dessus spécifiquement, mais moi, c'est pas vraiment mon travail. Moi, je travaille vraiment sur des roches terrestres. J'essaie de comprendre déjà comment la vie est apparue sur Terre, ce qui est déjà une immense question. Et d'autres se posent plutôt la question de qu'est-ce qui se passe dans l'univers bien avant la création de la vie et même de notre planète. Moi, c'est moins des questions qui me touchent, mais dans mon labo de recherche, on bosse tous sur des sujets plus ou moins distants et c'est intéressant de communiquer. Je trouve que c'est le plus important dans la science, dans la recherche en général, c'est de s'ouvrir à toutes les thématiques qui peuvent nous entourer. Alors, je ne vais pas te demander comment la vie est apparue sur Terre, mais en revanche, j'aimerais bien te demander comment tu fais pour essayer de découvrir comment la vie est apparue sur Terre. Alors, ce que certains ont fait au début, c'était vraiment d'essayer de trouver des traces. Donc, c'est-à-dire, en général, quand on parle d'un fossile, on a l'habitude de chercher, par exemple, des ossements de dinosaures, donc quelque chose de très concret, de très palpable, qu'on va pouvoir ensuite analyser en laboratoire. Donc là, les dinosaures, en vrai, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Quand on parle en temps géologique, c'était il y a quelques millions d'années. La vie, elle est apparue il y a quelques milliards d'années, donc c'est vraiment colossal. Et à cette époque-là, on ne peut pas retrouver de corps conservés. Les corps mous, des petits vers ou des petites choses qui pouvaient exister à cette époque-là ne sont pas conservés. Donc on n'a plus aucune trace fossile de ces origines de la vie. Par contre, ce qu'on a, c'est des cailloux dans lesquels se sont mis en place ces traces de vie supposées et qui ont enregistré tout l'environnement. C'est-à-dire que toi, par exemple, le simple fait que tu vives et que tu existes ici, tu as un impact sur ton environnement. Tu consommes de l'oxygène, tu manges, tu vas aux toilettes, il se passe plein de choses autour de toi. Et tout ça a un impact sur ton environnement et la matière en est changée. Et du coup, c'est pareil pour nos petites bêtes qui ont vécu il y a très 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 longtemps. Elles ont consommé de l'oxygène ou inversement du carbone, etc. Et il y a eu une modification de la chimie de leur environnement. Et du coup, moi, j'étudie ces cailloux très très anciens et leurs paramètres chimiques avec plein de trucs hyper compliqués dans l'isotopie des éléments. C'est-à-dire que par exemple, l'oxygène, simplement, il existe pas tout simplement comme une petite boule d'oxygène, il y a plusieurs isotopes. Et il y a la vie qui consomme plus ou moins de certains isotopes. Donc quand on en retrouve moins, on peut se dire que c'est certainement parce que la vie a eu un impact à ce moment-là. D'accord. Donc tu travailles directement sur des fossiles. Sur des cailloux enfin, que l'on présume c'est des cailloux, être d'accord. des Mais fossiles. C'est pas qu'on présume être des fossiles. Ouais. Non, mais là tu as raison, la formulation est très 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 importante. Alors justement les fossiles, moi j'aimerais que tu reprécises pour les enfants, encore une fois, qui écoutent, comment ça se forme. C'est vrai que nous, le kidam qui ne connaît rien à cette science, quand on voit des fossiles, on voit des formes, des traces, des reliefs, tout ça. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se forme ? Alors en général, il faut que ce soit... donc c'est toujours grâce à la géologie, à tous ces mouvements géologiques, mais il faut que ce soit assez rapide. C'est-à-dire qu'en général, quand on voit une roche sédimentaire, donc tout ce qu'on peut voir... je ne sais pas si vous avez déjà été à Étretat, sur les grandes falaises de Normandie, on voit des beaux bancs
de roches, donc c'est-à-dire des couches les unes sur les autres. Tout ça, ça met très 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 longtemps à se mettre en place au fond des océans. Le sable tombe doucement et ça recouvre de plus en plus. Et si là, il y a un petit animal qui meurt au fond des océans, il va être recouvert par ce sable et du coup va être piégé et va devenir un fossile. Il faut en général que ça aille quand même assez vite. Ça peut être un petit événement d'avalanche sous-marine qui va très rapidement recouvrir ce corps avant qu'il ait le temps de se décomposer normalement. Et du coup, on va enregistrer donc tout ce qu'il y a, donc la coquille, en gros, toutes les parties dures de l'organisme. Et après, particulièrement dans certaines conditions incroyables, on peut préserver des os entiers de dinosaures s'ils se sont embourbés dans un marécage ou des choses comme ça. Mais du coup, c'est toujours grâce au contexte géologique qu'on peut sauver, on va dire, l'organisme, qu'on peut le fossiliser. Et c'est pareil pour mes petites bactéries, du coup, qui sont encore plus anciennes. Elles se mettent c'est des petits tapis microbiens, ils sont tous ensemble, et ils vont se mettre en place par petites couches, puis progressivement vont être recouverts de sable, et au fur et à mesure vont être conservés. Donc en fait, ça forme des sortes de gros champignons, qui étaient anciennement plein de petits tapis microbiens. Des tapis microbiens, c'est un peu ce qu'on peut retrouver sur la plage, sur les cailloux, les tapis un peu de mucus vert, un peu crado, là. Ça, c'est des tapis algaires ou des tapis microbiens. D'accord. Alors tout à l'heure, tu m'avais, si on parle un peu chronologie et un peu l'échelle de temps, tu m'avais fait une petite image avec ton bras que j'ai trouvé assez ludique, juste et ludique. Donc j'aimerais bien que tu la refasses. Alors, si on voit ma main, on la voit très bien. Du coup, donc, si on imagine que tout ça, c'est les temps géologiques, notre planète s'est formée ici il y a plus de 4 milliards d'années, en vrai 4,567 milliards d'années. Et la vie est apparue progressivement par là, donc il a fallu attendre que les océans se forment, qu'il fasse un peu moins chaud, parce qu'au début il faisait très 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 chaud sur Terre. Et du coup les premières traces de vie sont apparues à peu près par là. Et après, si on progresse vers ici, on a les premières vrais petits animaux, donc on va dire multicellulaires, qui sont capables de reproduction sexuée, de métabolisme, et progressivement qui vont sortir de l'eau. Et là, on a les dinosaures, seulement ici. On est déjà bien loin des premières traces de vie terrestre. Et après, il y a l'extinction des dinosaures, les premiers animaux qu'on connaît bien, et l'homme. Et l'homme, c'est à peine mon ongle. Donc en vrai, par rapport à nous et par rapport à ce qu'on peut connaître et ce qu'on peut voir des changements climatiques, il s'est passé vraiment des millions de choses avant nous. Oui, nous sommes nés hier, quoi. Exactement. D'accord. Alors, puisqu'on parle un petit peu des dinosaures, est-ce qu'on est certain de la raison de leur extinction ? Parce que ça, c'est sûr. Waouh, alors ça, c'est pas tout à fait mon sujet, mais a priori, il y a plusieurs raisons concomitantes à l'extinction des dinosaures. Parce qu'il y a eu souvent des accidents. Alors quand je dis accident, c'est quelque chose de dramatique, par contre. Il y a eu souvent des cataclysmes mondiaux, comme du volcanisme très 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 intense qui va complètement réduire l'atmosphère et ce qu'on peut respirer, des chutes de météorites qui vont créer des tsunamis et des modifications climatiques à nouveau, et après plein d'autres phénomènes climatiques qui peuvent s'ajouter à tout ça ou qui sont induits d'événements catastrophiques et qui vont stagner, on va dire, pendant plusieurs années. Et on est globalement tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu un seul événement, mais qu'il y a eu plusieurs événements qui sont arrivés en même temps, globalement autour de la période où on a les dernières traces fossiles de dinosaures. Donc chacun a sa petite hypothèse, mais on est tous globalement d'accord sur le fait que ce soit plusieurs événements catastrophiques qui se sont produits il y a 65 millions d'années. D'accord, donc c'est pas seulement la météorite dont on parle. Mais elle a grandement participé, mais c'est pas... Disons qu'elle est tombée à un endroit en particulier et qu'il aurait pu y avoir des dinosaures qui auraient survécu. Mais ça a induit des modifications climatiques et chimiques de l'environnement catastrophiques qui font que les dinosaures n'ont pas pu survivre dans ce climat et sous ces conditions-là. D'accord. Alors dans le cadre de tes recherches, donc sur les cailloux, comme tu dis, les minéraux, enfin je sais pas quel est le mot. Cailloux, en vrai, c'est complètement, c'est pas très très professionnel, mais c'est le plus simple pour en parler. Okay. Alors sur les cailloux, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu dans le détail comment ça se passe en fait concrètement ? C'est-à-dire que tu as un caillou devant toi. Voilà, qu'est-ce que tu cherches ? Quels sont les instruments que tu utilises ? J'aimerais bien aussi que tu nous expliques un peu leur fonctionnement, ce que tu fais avec, etc. Alors, déjà, le caillou, il apparaît pas devant moi. En général, c'est quand même des cailloux très, très rares. Il y en a
très peu en France et c'est des cailloux moins intéressants. Du coup, là, on parle bien des cailloux qui renferment ces premières traces de vie terrestre. Il y en a quelques-uns qui se mettent encore en place aujourd'hui. Et du coup, en fait, c'est en ça que ces cailloux sont passionnants, puisqu'on a la comparaison avec des très, très, très anciens fossiles qu'on peut retrouver et des actuels qui se mettent encore en place aujourd'hui, c'est-à-dire des petites communautés bactériennes qui sont piégées par des sédiments. Et du coup, on en trouve dans des environnements actuels hyper agréables. C'est vraiment les endroits où tout le monde rêve de partir en vacances, aux Bahamas, en Australie. En fait, c'est parce qu'il y a des conditions très particulières de température de l'eau, de salinité, des choses qu'il n'y a pas sur nos plages classiques en France. Et après, on en trouve des très anciens, donc aux seuls endroits où on trouve des roches très anciennes, c'est-à-dire au Canada, en Afrique du Sud et à nouveau en Australie, mais donc dans d'autres contrées. Puisqu'en France, dans le monde, on va dire, il y a toujours des mouvements des continents, etc. Et du coup, il faut qu'on ait des anciens continents qui n'aient pas été modifiés, qui ne soient pas sous l'eau, qui soient bien en surface, pour retrouver ces cailloux en particulier. Bon, là, on rentre dans des détails hyper compliqués, mais en tout cas, il faut d'abord aller les chercher, ces cailloux. Et du coup, on fait beaucoup de terrain, à peu près 1 à 2 mois par an. Et c'est ma partie préférée, clairement. Et après, une fois qu'on a ces échantillons, moi j'ai la chance de travailler au Muséum d'Histoire Naturelle, du coup, donc tous ces échantillons sont rangés dans des tiroirs et j'ai aussi accès à plein d'autres échantillons que d'autres chercheurs avant moi ont déjà été récupérés. Et après, du coup, pour les analyser, soit j'essaye d'en faire des petites coupes. Alors, c'est un peu comme du saucisson, sauf qu'en vrai, c'est du caillou, donc on est d'accord, c'est plus dur. Mais on le coupe avec une scie, donc c'est une scie à diamant pour réussir à couper du caillou. Mais c'est pareil, on en fait une tranche très fine et on peut la regarder au microscope. Ça donne déjà énormément d'informations sur la composition de notre caillou, sur les formes et les petites traces de fossiles qu'on pourrait imaginer trouver dedans. Et après, il faut faire des analyses beaucoup plus poussées, donc surtout grâce à des spectromètres. Et là, il faut de la poudre. Donc, on pulvérise un peu le caillou avec des petites perceuses, des petites drémelles. Ça, c'est comme les papas font à la maison, c'est facile. Et après, on met la poudre dans un appareil de l'enfer et elle va être ionisée avec un plasma. Elle va disparaître. Elle va subir 2-3 transformations avec des aimants. Et à la fin, l'appareil, comme par magie, nous donne les compositions en éléments qu'il y a dedans. Donc les éléments, c'est tout ce qui est carbone, oxygène, hydrogène, tout ce qui la compose. Et je ne pourrais pas vous donner plus d'informations sur cet appareil parce que moi, je le trouve très magique et ce n'est pas mon travail. Il y a des ingénieurs qui sont là pour nous accompagner et pour mettre en route ce spectromètre et l'arrêter à la fin. Et moi, je récupère juste les résultats et j'essaye de comprendre ces résultats. D'accord. Alors, tu nous parles un peu du terrain et apparemment, c'est ta partie préférée. Ouais. Justement, j'aimerais que tu nous racontes un peu, on imagine un peu Indiana Jones qui part en Nouvelle-Zélande et qui va trouver des roches et des cailloux fabuleux. Donc, raconte-nous, je ne sais pas si tu as des choses qui te reviennent, des anecdotes un peu particulières ou juste des voyages qui t'ont particulièrement marqué parce que peut-être que là-bas, tu as trouvé quelque chose. Ouais. Est-ce qu'il y a ça dans ton passé ? Il y a complètement ça. Alors, il y a plein de petites missions diverses et variées qui ont été vraiment sympas parce qu'en général, c'est quand même toujours dans des lieux, donc en bord de mer. Enfin, tous ces cailloux se mettent en place au fond des océans, donc c'est toujours dans des endroits plutôt agréables, on va dire. Et après, il y a tout le côté que mes parents comprennent pas du tout parce que quand je leur envoie une photo sur le terrain, ils ont l'impression que je suis en vacances. Et en vrai, on est bien d'accord que ça reste complètement à la Indiana Jones. On part complètement à l'aventure. On ne sait pas si on va trouver ou pas. On va sur des endroits donc globalement où il existe des articles scientifiques qui ont déjà expliqué que normalement il y avait possiblement des traces de vie, mais ça se trouve pas en claquant des doigts. Donc parfois on part 4-5 jours, on traverse des montagnes et on monte et on descend et on traverse des rivières et on trouve rien et c'est horrible, sauf que quand on finit par trouver quelque chose, là, c'est vraiment l'apothéose. Et du coup, mon dernier voyage, c'est globalement exactement ça. On a passé 10 jours en Afrique du Sud et 4 jours vraiment à s'embourber dans la terre avec le 4x4. C'était une catastrophe. Du coup, la moitié du temps, on finissait à pied et c'était épuisant. Et l'Afrique du Sud, ça reste un pays très dangereux quand même. Donc, il y avait pas mal de prérogatives administratives pour se déplacer.
Et par la suite, avant-dernier jour, on tombe sur un site magnifique où c'est exactement ce qu'on cherchait en beaucoup plus beau. On va dire que nous, on a globalement dans l'œil à peu près ce qu'on cherche. On a l'habitude de travailler sur ce type de roches-là. Donc, quand on les voit, on les reconnaît assez rapidement. Mais on va mettre un ou deux petits coups de marteau pour être sûr que c'est vraiment ça. On va commencer à les regarder un peu plus précisément. On a des petits acides pour voir un petit peu comment la roche réagit. On a des loupes sur le terrain quand même pour faire des premières analyses basiques pour être sûr de ce qu'on a. Et là, on se rend compte que c'est vraiment ce qu'on cherchait. Et on monte un peu plus loin dans la falaise, un peu plus haut, et il y en a partout. Et elles sont magnifiques, et personne n'a jamais bossé dessus. Et là, du coup, il y a ce truc d'euphorie où on se regarde avec nos collègues. Il faut faire venir un hélicoptère, il faut transporter toute la falaise, mais c'est pas possible. Et du coup, là, le petit dernier... dit l'ultime, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ramène, on peut pas tout casser, on va devoir ramener juste 2-3 kilos de cailloux chacun sur son dos et c'est un peu frustrant. Et le reste est resté en Afrique du Sud évidemment. Mais alors durant ce dernier voyage, qu'est-ce que tu as trouvé précisément ? J'ai trouvé des stromatolites de 2,7 milliards d'années, hyper bien conservés parce qu'ils sont silicifiés. Et la silice, c'est quelque chose qui peut prendre... Alors, en général, les stromatolites sont formés à base de carbonate de calcium. C'est globalement un petit peu... C'est un caillou sédimentaire très comment on va dire, très fragile, qu'on retrouve partout en France, quoi. C'est ça qui fait les calcaires, etc. Et là, il est silicifié puisque donc, la silice a pris la place du calcium et du carbonate de calcium à des moments où donc, la roche, donc, vu qu'elle est très ancienne, elle a subi des gros phénomènes de pression et de température en s'enfonçant au fur et à mesure qu'on a rajouté des couches de sédiments par-dessus. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, je suis, mais... Ah ouais. Du coup, donc, cette roche a été très écrasée, très chauffée, et naturellement, les minéraux changent, les éléments migrent, et du coup, dans ces belles couches de stromatolites de carbonate de calcium initial, s'est mis du silicium, et du coup, quand on est sur le terrain, on voit des magnifiques petits dômes tout blancs sur une falaise toute noire. Et c'est... Bon, ça reste du caillou et je suis d'accord que je pourrais être fascinée par des toiles de Van Gogh, mais bon, ça reste magnifique quand c'est ce qu'on cherche depuis 4 jours sous 30 degrés. Alors, comment tu imagines le plus beau moment de ta carrière en tant que chercheuse ? Alors, le plus beau, je pense que ça serait très honnêtement simplement de répondre. Alors, évidemment, jamais de trouver l'origine de la vie. Personne n'est dupe. On fait cette recherche parce que c'est passionnant et parce qu'on apporte beaucoup plus de questions que de réponses. Mais plus on a de réponses négatives, plus on se rend compte qu'en fait, finalement, ce qu'on cherchait, c'était pas vraiment la bonne piste. On ouvre de plus en plus de questions et ça, c'est passionnant. Donc, moi, mes plus beaux moments dans ma carrière, ça serait évidemment de réussir à publier des articles, on va dire, reconnus, quoi, quelque chose qui fasse avancer la science, quelque chose qui soit concret, de trouver des beaux échantillons et d'en faire quelque chose d'intéressant. Après, en vrai, ce que je répondrai là tout de suite maintenant, vu que j'ai encore un statut un petit peu instable de CDD, c'est que j'aimerais avoir un poste et en France, c'est très compliqué. Heureusement qu'on n'est pas écouté par les plus grandes instances, mais oui, je crois que le plus beau moment dans ma carrière serait simplement déjà de réussir à pouvoir faire ce métier toute ma vie et en avoir la certitude. Pour l'instant, j'attends les 2-3 années qui viennent pour voir si un jour je pourrai avoir un poste. Et alors, si tu parlais avec un jeune ou une jeune personne qui aurait envie peut-être de se diriger vers cette carrière-là, qu'est-ce que tu aurais à lui dire pour l'encourager ? Je dirais qu'il faut toujours suivre sa passion et que moi aujourd'hui c'est un métier qui me passionne. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer si vraiment... En fait, il faut se laisser vivre. Moi je trouve que j'ai fait mes études au fur et à mesure selon ce qui me plaisait, selon ce qui m'intéressait et j'ai saisi toutes les opportunités qu'on m'a proposées. C'est un métier passionnant dans le sens où on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Évidemment, il faut travailler, mais on est guidé par ce qui nous prend au tripes le matin, quoi. Si j'ai envie de passer la journée à faire des analyses chimiques sur ce caillou, je le fais. Si j'ai envie de passer la journée à faire de la recherche sur mon ordinateur pour essayer de comprendre un petit peu ce que d'autres personnes ont pu dire dessus, je le fais. Et si j'ai envie de programmer une mission pour dans 3 mois pour partir aux États-Unis, je le fais aussi.
Et après, bon, évidemment, il faut toujours un peu d'argent et c'est toujours les mêmes problématiques. Mais en soi, c'est un métier passionnant. Et il ne faut pas se laisser démotiver par le fait qu'on soit une femme, par le fait qu'on soit en France, par le fait qu'on manque toujours d'argent. Au contraire, il faut toujours essayer de saisir les opportunités autour de nous. Et je pense que tout le monde peut y arriver. Mais on trouve des traces de cette passion dans ton passé loin, quand tu étais très jeune ou... Alors, bon, je sais pas si dès que j'étais petite, j'ai été passionnée par les cailloux. On va dire que j'ai toujours aimé la recherche, oui, mes parents sont chercheurs aussi. D'accord. Et c'est quelque chose d'assez naturel, on va dire, dans la famille. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez naturel chez toute personne qui s'intéresse au monde et à ce qui l'entoure. On va dire que mon métier, ça reste quand même quelque chose de très naturaliste. C'est aller sur le terrain, voir ce qui m'entoure et essayer de comprendre ce qui m'entoure. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est dans l'esprit de tous les enfants un petit peu ouverts au monde. Et après, j'ai fait des études sans trop me poser de questions, mais toujours en ouvrant les portes qui me semblaient les plus intéressantes. Donc tout s'est fait progressivement et je ne pourrais pas te dire exactement à quelle heure je me suis réveillée en me disant je veux faire des cailloux toute ma vie. mais oui, ça fait déjà un bon moment. Bon. Alors je m'aperçois toujours un peu avec effroi que le temps passe très très vite, surtout quand c'est passionnant comme ce l'était là. Merci. En tout cas, merci à toi d'être venu à l'hôpital Necker pour parler de tout ça. On pourra retrouver cette émission sur la chaîne YouTube de l'association Celui qui souffle. Super. Voilà, juste un petit rappel sur l'association. Nous faisons venir des artistes en général à l'hôpital et on peut dire que je pense que la science c'est un art aussi. On peut considérer les chercheurs comme des artistes pour offrir aux jeunes hospitalisés une petite bulle comme ça d'évasion, que ce soit de la musique, du théâtre, de la lecture, de la science, de la recherche. Voilà. Vous pouvez nous rendre visite sur notre site internet, celui-qui-souffle.com. Et en tout cas, pour ma part, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et Laurane, merci à toi. Merci beaucoup, Damien, et bonne journée à tous. Bonne journée.